on mesure quand même combien cette thématique est très sensible, hein. C'est même, on pourrait dire, fragile par rapport finalement aux questions clés de la loi de 2002, consentement, autonomie. On voit bien que tout ça est fragile, ça suppose beaucoup de réflexions, j'ai envie de dire, beaucoup de questions, mais c'est très bien puisque là il est 19h07 et on va donc arriver tranquillement au quatrième temps qui est celui des échanges, des débats et des questions pour rester encore une fois dans cet esprit de démocratie et de la santé. Donc voilà, si vous souhaitez poser une question, interagir, voilà, bah, écoutez, allez-y. Si quelqu'un veut se lancer. La première question est toujours très très difficile. Il y a deux questions, je crois. Il y a Isabelle Dogno et Alexis Rayapouillet qui ont levé la main. Ah d'accord. Alors attendez, je leur donne la main. Ou Emmanuel, tu veux intervenir? De parole. On t'entend pas, Emmanuel. On t'entend pas, Emmanuel. Emmanuel, on t'entend pas. Emmanuel. Oui, alors attends. Ton volume doit être au minimum, quelque chose, il doit y avoir quelque chose comme ça. Ouais, non, ça marche pas. Pourtant, ton micro est ouvert. Mince. Oui. Et comment je peux donner la parole à Isabelle alors Ben, elle doit pouvoir la prendre en principe. Isabelle? Isabelle? Je crois que nos micros sont coupés automatiquement, non? Alors il Non, faut non, les non. couper. Non? Non, non, non. Isabelle? Non, non, on peut parler. Bon. Attendez, je vais écrire Isabelle. Isabelle, essayez de parler maintenant. Je vous ai mis en présentatrice, donc ça devrait, en principe, vous avez les mêmes moyens que tout le monde qui organise la soirée. Bon, il y a un petit problème. Voilà, Est-ce que vous arrivez à m'entendre ou pas? Ah, voilà, très bien. parfait, Bravo. Emmanuel. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Je voulais d'abord remercier bien sûr les intervenants. Rappeler aux personnes qui nous font l'amitié de partager ce webinaire que sur le site de l'Espace Éthique, vous pouvez maintenant apporter vos contributions, puisque la réflexion, qui est une réflexion en plusieurs étapes, va aboutir le 3 juin, vous le savez, à une manifestation qu'on organise dans le cadre de notre révision de la future loi droit des malades, qui pourra d'ailleurs avoir un autre intitulé. Et donc on se retrouvera à Paris au Théâtre Antoine. Vous aurez les informations bientôt avec, au moment de ce colloque, quelques événements intéressants qui permettront d'ajouter à la réflexion aussi une ouverture sur des questions de société. Je n'en dirai pas davantage. Donc, je voulais vous remercier vraiment de ces interventions, espérant que d'autres personnes vont pouvoir s'exprimer. Alors, je ne sais pas si vous ne pouvez pas vous exprimer voilà, d'une manière. Vous arrivez à vous exprimer, j'imagine, maintenant qu'on a un peu débloqué la situation. Moi, je dirais que par rapport à ce qui s'est dit sur la thématique d'aujourd'hui, innovation thérapeutique, prédictivité, anticipation, tout ne doit pas être non plus concentré sur la notion d'innovation. Et c'est vrai que dans la critique qu'on entend aussi souvent quand on va dans le domaine du soin, c'est si on n'a pas une maladie intéressante, si on ne relève pas de la recherche la plus pointue, si les équipes n'y trouvent pas aussi des avantages au niveau de la recherche, des publications, peut-être qu'on intéresse moins. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de discrimination, j'allais dire, dans l'accès aux soins de meilleure qualité. Et il ne faudrait pas qu'on profile d'une certaine manière un certain type de malade qui serait, parce qu'ils ont des maladies entre guillemets intéressantes, plus dignes de l'attention et du financement que d'autres. Ça, c'est un point à prendre en considération qu'on a entendu à bien des égards. Ça, c'est le premier point qui me semble intéressant par rapport à cette notion d'innovation. En plus, on peut s'interroger sur le sens et la valeur de l'innovation pour la personne dans sa vie au quotidien. C'est bien de dire on innove, mais pour la personne,
quel va être l'acquis. Alors, est-ce que c'est en termes de survie, de qualité de vie, de guérison? C'est des éléments à prendre en compte. Et on a vu à quel point les innovations peuvent être considérées de moindre intérêt pour des personnes selon des critères socio-économiques ou voire des critères d'âge. Le deuxième point qui me semblait intéressant, c'est qu'on est de plus en plus, et on insistera, vous verrez dans le document qui va être le document préparatoire de proposition, à la notion de prédictivité. Ça pose véritablement des questions, c'est-à-dire le fait de pouvoir anticiper les risques de développer une maladie justifie un accompagnement extrêmement précis. D'abord, est-ce que la personne a envie de savoir? Que faire d'un savoir dont on ne peut rien faire? À quel type de fatalité on va être soumis? Il y a tout un ensemble de questions qui posent des questions des libertés individuelles, pas uniquement de ne pas savoir, la volonté de ne pas savoir, mais de vivre ce qu'est une vie d'un point de vue existentiel, avec ses incertitudes, avec ses risques. Tout n'est pas maîtrisable, tout n'est pas programmable. Donc ça justifie une réflexion quasiment épistémologique. Et d'ailleurs, l'espace éthique, à travers son équipe de recherche avec Léo Koutelek, travaille depuis des années sur l'anticipation, par exemple, d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer. Dès lors qu'effectivement, en le sachant suffisamment tôt, peut-être que des traitements auront une efficacité, mais quel sera l'impact pour la personne d'avoir le sentiment d'être dans l'attente de quelque chose pour lequel on ne pourrait pas intervenir. Donc c'est un deuxième point important. Puis un autre point qui me semble tout à fait important par rapport à notre réflexion, c'est où se font les arbitrages sur les grands choix de financement de la recherche. C'est un point qui a été évoqué tout à l'heure aussi dans l'intervention de Catherine Olivet, où à un moment donné, on a priorisé sur toutes les formes d'autres enjeux la pandémie, la Covid-19. On l'a fait également en priorisant les malades au détriment quelquefois de déprogrammation. Quel type de débat, quel type de concertation on peut en avoir en société en dehors des comités spécialisés et des instances d'éthique? Et je pense que c'est vraiment des questions de société qui ont été très très absentes ces temps-ci de tous les débats politiques, on l'observe. Si vous ajoutez maintenant dans la question de l'innovation, je sors d'un colloque qui a eu lieu aujourd'hui à l'Académie nationale de médecine sur l'innovation en matière d'intelligence artificielle, on voit à quel type d'abîme de questionnement on est confronté. Et je vais vous montrer d'ailleurs, pour information, le titre d'un livre qui était à l'origine, et peut-être que certains d'entre vous auront envie, je ne sais pas si vous le voyez, le titre du livre, je le présente comme ça. C'est donc un livre, Médecine et intelligence artificielle. Quand vous lisez cet ouvrage, vous avez vraiment l'impression qu'on est dans des ruptures au niveau des pratiques soignantes, au niveau de la relation de soins, qui vont nous interroger pour les semaines et les mois qui viennent, et qui vont vraiment déterminer les grands principes des pratiques non seulement de la médecine, mais de l'éthique médicale dans les années qui viennent. Voilà, par rapport à ces quelques points de départ, est-ce que parmi notre panel, des personnes veulent réagir? Oui, ça y est, j'ai réussi à débloquer le micro, Isabelle Dogno. Donc, merci pour la qualité de toutes ces interventions. Je n'arrive pas forcément à débloquer la caméra. C'est pas grave. Peut-être que on fera sans voilà. Donc, cliquez sur la petite icône simplement. Par rapport à ce que disait Catherine Olivet sur l'innovation dans le champ, on va dire, plus médico-social, avec effectivement une possibilité de financement à partir du moment où sur le territoire de lieu l'innovation, il y a des partenaires qui la reconnaissent comme susceptible de pouvoir bénéficier de financement. Mais une fois que l'innovation n'est plus une innovation, eh bien, on se retrouve avec une difficulté pour continuer ce qui a été innovant, faute de financement, ou pour la dissémination tout simplement d'un processus, d'un concept, d'une proposition qui a été innovante au départ et qui, dans son essaimage, n'a plus ce caractère de solvabilisation au titre de l'innovation. C'est le cas, par exemple, pour les bistro-mémoires. Voilà. Oui, merci Isabelle de ton intervention. Effectivement, l'exemple des bistro-mémoires est un bel exemple aujourd'hui, à savoir qu'il y a des difficultés, comme tu le disais. Donc, effectivement, il y a des arbitrages financiers. Peut-être une autre... oui. Peut-être juste un petit élément, alors je n'irai pas jusqu'à dire de réponse, mais au moins de réflexion sur ce qui vient d'être dit.
avec deux choses clés. D'abord, je crois qu'il faut quand même faire attention, même si je partage globalement la remarque qui a été faite. L'objectif du financement des projets de recherche est de valider ou non quelque chose qui doit ensuite se tourner vers une dynamique de soins courants, quelle qu'en soit la démarche. Et donc effectivement, on parle de l'accessibilité. L'accessibilité à la recherche pour tous est une vraie question, mais en théorie, il s'agit après de disséminer ces projets de recherche à tout le monde. Ce qui signifie que ce type de transition vers le soin courant doit être réfléchi dès la conceptualisation du projet. On voit très bien dans les appels à recherche à haut niveau, et j'ai eu la chance de coordonner un appel à projet H2020, donc un appel à projet à financement européen, qu'en fait, parmi les éléments qui permettent de déployer le financement et d'obtenir le financement de la recherche, il faut avoir répondu à la question qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour assurer la pérennité du projet à l'issue du financement, le financement de la recherche étant clairement perçu comme un financement starter. Peut-être que c'est aussi une des limites, c'est d'avoir parfois, je parlais dans mon propos de la dissémination des projets où chacun fait son étude pilote, et bien parfois il y a aussi une dissémination de l'argent de la recherche où chacun fait sa petite étude dans son coin et où en fait cet argent pourrait éthiquement être mieux utilisé en ne valorisant pas comme un projet de recherche ce qui a déjà été fait chez le voisin, mais plutôt en travaillant à l'innovation dans les parcours de soins et les parcours de santé. Je vous rappelle que c'est l'objectif notamment des appels à financement de type PREPS, qui sont des appels à financement coordonnés par la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, et qui sont effectivement des appels à financement sur les organisations innovantes de soins, et non pas les soins innovants, mais bien les organisations territoriales de santé, sur les politiques de soins et de santé publique. Donc en fait, il y a ces possibilités de financement réflexif, mais je crois qu'un des enjeux clés et éthiques de la recherche, c'est aussi de réfléchir à la dissémination, et non pas juste un projet donné en disant on verra bien après. C'est à la charge des porteurs de projets que de réfléchir à la pérennité de leur propre projet. Merci pour cette remarque que effectivement je rejoins tout à fait. Mais par rapport à, il y a effectivement de l'innovation qui se fait via la recherche que je vais dire académique, et puis l'innovation qui se fait via le bricolage social de terrain. Et du coup, c'est celui-là qui va être plus en difficulté. Et les deux peuvent se rejoindre puisqu'il va y avoir des études qui vont être réalisées par des chercheurs pour valider effectivement un bricolage social ou en vérifier la pertinence. Mais c'est tout à fait, merci de ce complément. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, Pascal, si tu me le permets. C'est effectivement la dissémination, ce qui vient d'être dit est tout à fait fondamental. Quand une innovation est arrivée à montrer sa capacité, quelle que soit l'innovation et quel que soit le domaine de l'innovation, mais à montrer sa capacité sur justement sur les soins ou sur éventuellement l'efficacité thérapeutique. Donc, il est tout à fait fondamental, lorsque l'essai clinique a été arrêté, de se donner les moyens de contrôler la dissémination et d'avoir ces fameuses données de santé qui sont très prioritaire pour la suite, et sur la suite justement de la santé où ça va devenir quelque chose de très très important. Donc je crois que la dissémination, enfin le contrôle de la dissémination et l'organisation de la dissémination, quand une innovation est arrivée au point d'être applicable et surtout appliquée, je pense c'est un point vraiment important. Et une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est l'intégration des patients. On en a parlé beaucoup, Emmanuel en a parlé, Catherine a beaucoup parlé. Je crois que c'est un point qui nous paraît tout à fait fondamental, mais qu'il est encore bien difficile de mettre au point, parce que les chercheurs sont frileux par rapport, plutôt les fondamentalistes que les chercheurs cliniques, mais restent frileux parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis les patients aussi, alors il y a les patients experts qui sont tout à fait capables d'intégrer,
Mais il y a aussi, il faut savoir intégrer les patients non experts, éventuellement même des patients dans le contexte du soin palliatif, pourquoi pas. Donc il y a tout un domaine d'intégration qu'il va falloir vraiment travailler parce qu'il n'est pas très simple. Oui, oui, oui. Merci Morissette. Et puis finalement aussi avoir une approche très, très globalisante entre finalement ces innovations très, très pointues et finalement la recherche, etc. Et puis ce que disait Manuel, être au plus près des personnes dans la vie quotidienne, l'accompagnement, et c'est là où il peut y avoir un hiatus aussi, puisque Isabelle Dognaud faisait la remarque des bistrots mémoire, qui est une innovation en termes de rencontres conviviales. Enfin, il y a quelques années, c'était vraiment innovant. Et finalement, c'est quelque chose qui est un peu en perte de vitesse, manque de financement là aussi. Donc, finalement, il y a beaucoup d'argent qui circule dans tout ça, mais qu'il puisse aussi y avoir une complémentarité au profit, au profit des personnes avec innovation finalement très prometteuse, mais en même temps, il reste l'accompagnement de la personne avec ses difficultés et au plus près de ses attentes. Et il faudrait pouvoir, alors je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, envisager toujours ces deux dimensions-là. Mais Si je peux me permettre, je voulais juste compléter quand même en rappelant dans l'innovation médicamenteuse, qui est le plus souvent, mais pas que, mais le plus souvent financée par des laboratoires, je veux dire, pour eux, si ça marche, s'ils font la preuve de l'efficacité, il y a un retour sur investissement, ils vont produire le médicament et ils vont le vendre. Hein. Donc, il y a un retour très facile. Par contre, dans l'innovation sociale et médico-sociale, ce retour d'investissement, il n'existe pas. Et effectivement, mais il n'y a pas que le cas des cafés mémoire. Je pense au baluchonnage du Québec. Vous savez, envoyer à domicile chez des personnes en perte d'autonomie, d'envoyer à domicile un professionnel qui va libérer les dents familiales. Je dis bien le libérer complètement, c'est-à-dire les dents familiales va pouvoir partir quelques jours. On a essayé de le transposer en France, mais notre droit du travail est complètement différent du droit du travail au Canada. Et les départements, quelques départements ont essayé de les financer et ont rapidement arrêté tellement ça coûtait cher. Donc on n'est pas du tout dans le même champ de l'investissement parce que le retour sur investissement est un retour en qualité de vie, en dignité, en bonheur de vivre, qui ne sont pas des choses quantifiables financièrement. Ce sont des choses humainement quantifiables, mais pas financièrement. Et c'est là que tout se retrouve confronté à l'arrêt des financements. Oui, merci Catherine. Est-ce qu'il y La aurait qualité de vie ne vaut pas grand-chose. Est-ce qu'il y aurait d'autres paroles, d'autres interventions, d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on ne voit pas. Alors, oui. Oui, on ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Voilà, on vous voit maintenant, très bien. Oui, alors, bonjour à toutes et tous. Merci aux intervenantes et aux intervenants. Je suis Alexis Rayapoulet, je suis interne à l'Espace Éthique en santé publique et je travaille justement sur le sujet des enjeux éthiques autour des CAR T-cells qu'a évoqué Madame Michalet. Et par exemple, dans le cas d'une nouvelle thérapie CAR-T qui a été autorisée par l'Agence européenne du médicament contre le myélome, il y a eu l'évaluation de la HAS a jugé que c'était insuffisant pour autoriser le remboursement. Et donc, ça me fait rebondir sur quelque chose que vous êtes deux à avoir dit dans vos présentations, sur le fait que ça risque d'entraîner des iniquités d'accès aux soins, parce que le médicament est autorisé, mais le remboursement ne l'est pas, et comme ça coûte très cher, ça crée une iniquité d'accès sur des critères économiques, et puis éventuellement, vous avez parlé aussi de critères géographiques en fonction des hôpitaux qui pouvaient ou pas se permettre ces thérapies. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est quand même une spécificité assez européenne. Par exemple, aux États-Unis,
la FDA, la Food and Drug Administration, c'est la même instance qui autorise les traitements et le remboursement. Et donc, est-ce que ça signifie selon vous qu'il y a un vrai enjeu, parce que c'est un webinaire sur la démocratie sanitaire, il y a un vrai problème démocratique dans le fait d'autoriser des traitements qu'on ne rembourse pas? Est-ce qu'il faudrait rembourser tous les traitements qu'on autorise ou alors ne pas les autoriser du tout? Et à ce moment-là, est-ce que ça signifie que il faut peut-être sortir de la procédure centralisée d'autorisation européenne pour tout relocaliser au national, ou alors à l'inverse, faire en sorte d'accepter d'avoir un système de remboursement qui est à l'échelle européenne? Voilà, comme Madame Michelet et puis Madame Olivet aussi a parlé de ça, j'aimerais bien avoir leur avis là-dessus. Moi, je suis très contente de votre intervention parce que c'est un vrai problème qui est posé, cette autorisation de mise sur le marché du non-remboursement, en sachant que les patients, les familles sont extrêmement documentés et qu'ils connaissent en plus les résultats et les magnifiques résultats. Vous avez parlé du myélome, par exemple, au niveau des carticelles du myélome. Et quand on arrive après X lignes de traitement à une impasse thérapeutique et on sait qu'il existe cette possibilité sans avoir la possibilité de remboursement, c'est effectivement une impossibilité et avec une inéquité au niveau des établissements de santé parce que certains les ont, certains ne les ont pas, en sachant qu'on ne peut pas surcharger un centre de référence éventuellement par la multitude de patients. Donc c'est un vrai problème par rapport à des résultats très spectaculaires par rapport donc cette non-association de l'autorisation de mise sur le marché et du remboursement. Donc il faudrait arriver à trouver une solution, je ne sais pas si elle existe, moi j'aimerais bien avoir l'avis d'Emmanuel s'il est là, ou d'autres personnes, Catherine également, pour savoir si on peut avancer dans ce problème et comment avancer, parce que c'est comment on peut autoriser 10 lignes de traitement à justement une maladie comme le myélome qui coûte un argent impressionnant et après arriver à la dernière ligne sans pouvoir justement la rembourser alors qu'on a dépensé beaucoup d'argent antérieurement. Donc c'est vraiment un énorme problème et je crois que vous avez posé une question qui me paraît une question de santé complètement fondamentale actuellement dans le contexte particulièrement des innovations. Si je peux me permettre de compléter, il faut savoir, c'est une des choses un peu étonnantes de l'Europe, c'est que l'Europe est unie dans le cadre des protocoles de recherche, c'est-à-dire que n'importe quel pays d'Europe peut déposer un protocole de recherche pour tous les pays européens et certains lieux en France, certains hôpitaux, certains CHU, enfin, etc., vont participer à cette recherche européenne. La recherche, elle est européenne, mais chaque État européen garde son totale autonomie sur le plan financier, c'est-à-dire sur le plan des remboursements. Il n'y a pas d'Europe des remboursements. Et la situation, je dirais, je vais appeler ça d'insécurité sociale, est extrêmement variable au sein de nos 23 pays européens. Il y a des, on le voit par exemple très clairement avec les résistances aux antibiotiques. Vous savez, vous avez tous entendu parler de ça. Il y a un certain nombre de patients qui souffrent de résistance aux antibiotiques parce que dans leur pays, les antibiotiques ne sont pas remboursés. Donc, ils payent ce qu'ils ont les moyens de se payer. Ils ne vont pas obéir aux bonnes pratiques, c'est-à-dire, par exemple, dans telle maladie, il faut prendre tel antibiotique pendant 7 jours. Eh bien, ils vont le prendre que pendant 2 jours parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en payer plus. Je parle bien d'Européens. Et donc, au fur et à mesure, ils vont faire des résistances aux antibiotiques. La politique de remboursement des différents modes de prise en charge financière des médicaments, des opérations, etc., est totalement, uniquement selon chaque pays. Catherine, ce n'est pas exactement la question que Morissette te posait. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas de réponse. Non, mais c'est intéressant. Comme d'habitude, tout ce que tu dis depuis que je t'écoute, c'est toujours intéressant.
Oui, non, mais Morissette, d'abord, je demande à Morissette qu'elle m'appelle demain, depuis le temps que je lui envoie des emails. J'espère qu'elle aura reçu le message, tout le monde est témoin que je lui ai demandé. Et alors, sur l'aspect, je voulais poser la question à Morissette. En tant que cancérologue, quand elle s'engage dans un traitement, effectivement, où c'est qu'au long cours, on aura un coût important des molécules qui vont être utilisées. Dans son arbitrage, selon quels critères elle décide d'engager ou pas le traitement, et est-ce qu'elle a l'assurance, c'est la question que je voulais poser, si c'est une personne qui a un certain âge, est-ce qu'elle ne sera vraiment pas discriminée par rapport à une personne plus jeune? C'est-à-dire, est-ce que l'administration lui refusera le énième traitement pour une personne plus jeune si en plus le traitement lui apporte à la fois un confort de vie, une qualité de vie et peut-être la possibilité de poursuivre son existence normalement? C'est la question que je voulais poser à Morissette. Alors, je crois que sur le plan des différentes lignes de traitement, comme vous le savez, on a donc ce qu'on appelle nos réunions de comité pluridisciplinaire où on présente donc les dossiers et où on discute des dossiers sur le plan stratégique avec très souvent le référent et les référents pluridisciplinaires et le référent de la maladie qui nous oriente un peu sur le plan stratégique. Mais il n'y a pas de discrimination sur l'âge, notamment en ce qui concerne donc le myélome, avec justement des partages de toxicité en fonction de la fragilité de la personne. Mais justement, ce qui est très particulier, c'est qu'on n'a pas de restriction. Il y a des patients qui ont reçu 11 lignes de traitement dans ce contexte-là, avec ce que ça peut poser comme question. Est-ce que réellement il faut continuer comme cela, avec la chronicité que ça représente, les effets secondaires et éventuellement les séquelles potentielles, et puis arrêter un traitement parce qu'on n'a pas la capacité ou on n'a pas le remboursement du dernier traitement qui peut-être va apporter une longévité plus importante et moins d'effets secondaires. Nous, c'est cette grande disparité. Pour l'instant, on n'a pas de restrictions, sauf justement la question de l'immunothérapie cellulaire qui a été posée, qui est une question qui va devenir prioritaire par rapport à la cancérologie notamment, parce que la place de cette immunothérapie va être tout à fait importante. Tout à fait. Alors, ça renvoie, merci Morissette de cette réponse. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans ce genre de choix. Mais ça, alors je pose la question à Alexis qui travaille sur ces questions. Moi, je travaille sur les thérapies géniques. Donc, c'est aussi des coûts très, très importants, mais qui, dans les annonces qui sont faites, permettent à des personnes qui auraient été traitées toute leur vie d'avoir une guérison possible. Alors, je pose la question à Alexis. Le coût des médicaments aujourd'hui, c'est une question de démocratie en santé qui se pose aussi à l'égard de l'industrie pharmaceutique et d'innovation thérapeutique. Donc il y a énormément aujourd'hui de débats sur le coût de certaines molécules, leur justification, l'acceptabilité, la soutenabilité aussi de l'évolution du coût des molécules innovantes. Je ne sais pas si c'est Alexis dans ses travaux actuels suit cette question. Je m'adresse à Alexis Rayapoulet. Hein. Je ne sais pas trop s'il est encore là. Apparemment, il a déserté ou la question est trop. Oui. Il y a trop d'enjeux. Peut-être le temps qu'il se connecte, oui. Je me permets de rajouter un élément, parce qu'on en parle sous l'aspect des thérapeutiques extrêmement coûteuses, et c'est notamment le cas en oncologie. Je trouve qu'il y a deux exemples. Alors le premier, suite à ce que vous venez de dire, Emmanuel Hirsch, c'est on ne peut pas ne pas penser à l'aducanumab dans la maladie d'Alzheimer aux États-Unis et à la question de la soutenabilité du traitement pour un bénéfice clinique à ce jour non démontré. Je dis bien bénéfice clinique. Et donc, ça pose un certain nombre de questions. Il y a aussi dans la maladie d'Alzheimer une autre question en lien avec le remboursement et le déremboursement qui fait écho à la question posée tout à l'heure par Alexis, qui est celle des traitements dits anti-Alzheimer qui ne le sont pas du tout, qui sont les traitements symptomatiques et notamment les anticholinésterasiques qui étaient remboursés initialement après leur autorisation de mise sur le marché, qui ont toujours l'AMM et donc que l'on peut toujours prescrire, mais qui sont
déremboursés suite à une évaluation défavorable du comité de la transparence de la HAS en 2019 ou 2018, je ne sais plus, une de ces 2 années-là, et qui a estimé en réalité que le rapport coût-bénéfice était défavorable. C'est-à-dire que personne n'a remis en cause ce qui avait été démontré dans les essais médicamenteux qui avaient donné lieu à l'autorisation de l'AMM. L'AMM n'est pas remise en cause, mais c'est bien une question financière par la caisse qui paye et qui dit mais nous, on n'a pas de bénéfice à poursuivre le remboursement de ce traitement parce qu'on n'a pas le retour sur investissement escompté. Et donc, je crois que ça pose la question de la dissociation, justement, dans une question de démocratie sanitaire. Ça pose une vraie question entre les instances qui autorisent le traitement et la liberté du prescripteur d'une part, et d'autre part la possibilité pour le patient d'avoir accès au remboursement de ce traitement. Et même si le coût est bien moindre, on est sur un coût d'à peu près 50 € par mois pour les patients, il n'empêche que pour mes patients âgés avec des troubles cognitifs, des frais à leur charge parce que l'APA ne prend pas en charge tous les éléments et des minimums retraite, ces 50 € par mois, ils y sont. Donc en fait, ce n'est pas juste les questions coûteuses qui posent, enfin les traitements coûteux qui posent ces questions, c'est en fait les traitements qui ont l'AMM et pas le remboursement, pour lequel il y a une vraie interrogation à avoir. Oui. Merci Thomas. La discrimination n'est pas que par l'argent. Pardon. La discrimination n'est pas que par l'argent. Elle est beaucoup par le sexe. Dans une grande partie des recherches médicales, les femmes sont exclues parce qu'elles sont embêtantes pour évaluer l'efficacité en raison de leur cycle hormonal. Et donc, énormément de recherches, et là l'argent ne rentre pas en compte, hein, énormément de recherches se font sans les femmes, mais elles ont des ordonnances du médicament quand le médicament est à son AMM et son remboursement. Juste, Catherine, pendant que tu vas prendre ta petite tisane pour avoir à nouveau une belle voix, il y a Armel qui lève la main. Il y avait Elisabeth et Armel qui lève la main. Toi qui adores notre philosophe préféré et qui a évoqué son souci de la langue française et de la discussion, on a le privilège d'avoir Armel. On t'écoute. Armel, on serait ravis de te voir. Je suis là. Je suis pas là? Non, pas t'entendre, pas t'entendre, te voir. On t'entend, mais on ne te voit pas. Voilà, parfait. Merveilleux. Parfait, très bien. C'est gentil. Je ne vous fais pas fuir, c'est l'essentiel. Dites-moi, évidemment, j'ai énormément apprécié tout ce qui s'est dit là. Et puis, évidemment, aussi Catherine, notre très chère Catherine, qui vole à mon secours sur le sens des mots, naturellement. Et à propos, alors moi, j'ai simplement une idée qui m'est venue, c'est que c'est la question temporelle. On n'en a pas trop parlé, mais quand on parle d'innovation, la chose nouvelle, elle ne va pas durer éternellement. C'est vraiment la pointe avancée de la découverte, de l'essai. Et après, on va parler d'autres choses comme l'accessibilité, le prix, le remboursement. Et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une sorte de simultanéité maximum entre la découverte scientifique, la mise au point, le remboursement, etc. Donc, il y a une sorte de compression du temps à laquelle on espère arriver, si j'ai bien compris ce qu'a dit Morissette en particulier. Mais dans Novus, en fait, dans l'innovation, il y a quelque chose d'urgence, de nouveau. Et je pense qu'il faut réfléchir à cette histoire de temps, parce que c'est une course, on parle de course à l'innovation, hein, entre les laboratoires, etc. C'est pour ça que l'idée de mettre du soin, d'accrocher la notion d'innovation au soin, ça me semble un petit peu plus presque lent, enfin une autre temporalité. Les cafés, ceci ou cela, c'est une autre temporalité que l'innovation thérapeutique, par exemple. Alors, jusqu'à quand on est dans l'innovation, jusqu'à quand, à quel moment on en sort, et puis on devient, disons, un médicament courant ou accepté, voilà. Donc, j'aimerais bien que les gens qui sont compétents là-dedans, aujourd'hui,
ça traite un tout petit peu la question de ce timing-là. J'arrête une seconde en réfléchissant au fait que dans le sida, il y a eu ce qu'on appelait la révolte des malades, dire qui ont absolument récusé la lenteur, par exemple, des essais cliniques pour la ZT. Ils ont décidé que c'était insupportable la temporalité des essais cliniques et ils ont voulu bénéficier de la temporalité, de l'urgence. Mais Emmanuel sait tout ça par cœur, de la découverte de la ZT. Voilà. Donc, quelle est la présence de cette thématique-là, de la temporalité dans l'innovation actuelle? Voilà, ma question. Moi, je pense que je peux prendre la parole parce que on considère la temporalité. Le seul problème, c'est la question qu'on a posée lorsque l'on a montré une efficacité et démontré une efficacité avec éventuellement le recul suffisant pour dire que ça apporte quelque chose de réel sur le plan de la longévité de la vie, sur le plan de la perte de chance potentielle de la vie. Je pense qu'à ce moment-là, on doit accélérer le processus et d'ailleurs c'est ce qui permet l'autorisation de mise sur le marché souvent et après on est bloqué par le deuxième temps du remboursement, on peut être bloqué potentiellement par le deuxième temps de remboursement. Donc on a cette notion de temporalité tout le temps avec lequel, comme vous venez de le dire, c'est une course permanente, mais c'est une course qui a ses règles à partir du moment où on a quand même la notion d'une efficacité. Et c'est d'autant plus difficile quand l'efficacité a été véritablement très nettement démontrée avec un gain vraiment très important de ne pas pouvoir accéder. Donc voilà, c'est un vrai problème et un vrai défi. Merci Armelle d'apporter cette notion de temporalité à notre, Oui, à juste notre aussi, débat. je voulais juste rajouter pour les malades eux-mêmes, il y a une temporalité, une sorte. Voilà, ça implique aussi non seulement l'industrie pharmaceutique, enfin tout ce qui est et même la recherche, mais aussi le malade lui-même, puisque par exemple en cancérologie, la maladie va vite, etc. Donc c'est un élément qui me semble vraiment important dans l'innovation. Voilà. Essentiel. Et puis, enfin, je pensais aussi en écoutant Armelle que, en fait aussi, il y a une hiérarchie dans les temporalités. Et je pensais aussi, par exemple, à des traitements très très lourds avec des effets, des retentissements des années après. Hein. Je pense par exemple au Chemobrain dans la maladie cancéreuse où finalement l'innovation thérapeutique elle est dans la nouvelle molécule, dans les nouveaux traitements, mais finalement les effets sur les patients sont des années plus tard parfois, parce que nous on les reçoit en consultation pour des troubles attentionnels, des troubles de la mémoire, et là aussi il y a une question de temporalité à aborder. Enfin, voilà. Autre remarque? Je voulais juste préciser que dans les programmes de recherche médicamenteux, sur de nouveaux médicaments, il peut arriver que des médicaments prouvent, vous savez, souvent c'est le médicament contre placebo, hein, il y a des tirages au sort ou des modes de répartition entre ceux qui vont prendre vraiment le médicament et ceux qui vont prendre un placebo. Et moi, au CPP, j'ai vu plusieurs fois des médicaments faisant preuve rapidement d'une réelle et importante efficacité, ce qui fait que le CPP peut autoriser la suppression du bras placebo pour que l'ensemble des patients inclus dans la recherche bénéficient tout de suite du médicament. Après ça, ça nécessite quand même d'aller au bout de la recherche et de faire des comparaisons d'efficacité. Mais il peut y avoir dans certains cas l'autorisation immédiate d'utiliser le médicament sans placebo. Oui. Il y avait une autre question qui souhaitait être posée par Elisabeth. Si elle veut s'exprimer. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup de la qualité des interventions. Je voulais juste rebondir, on en a parlé plusieurs fois sur ce temps entre l'AMM et l'AMM et
et l'autorisation du remboursement, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant qui est pour cette accessibilité. Ça a été souligné par exemple qu'un directeur pouvait refuser ou ne pas refuser en fonction de critères qui sont les siens. Et dans ces cas-là, j'ai trouvé dans la pratique, pour avoir vécu des choses assez terribles, je trouve, qu'il y a un chaînon manquant parce qu'il y a le chaînon de l'honnêteté des personnes qu'on va interroger sur ce parcours-là. C'est-à-dire qu'on va demander à nos collègues, à un comité d'éthique local, éventuellement à l'ARS. Le malade ne peut pas forcément venir d'une région un peu éloignée jusqu'à un centre parisien qui l'aurait accepté, par exemple. Et puis, on ne va pas forcément le dire au malade parce qu'il y a d'autres enjeux éthiques. Et ce chaînon-là, manquant, me gêne. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas d'organisme de recours où on pourrait dire comment je peux faire si une direction refuse pour des raisons qui sont les siennes et sans tout remettre en cause. Mais qu'est-ce que je peux faire de ce malade qui subit une vraie perte de chance? Qui est-ce que vous entendez, qui entendez-vous par une direction? Direction quoi? En l'occurrence, c'est des directeurs d'hôpitaux qui peuvent refuser d'utiliser un traitement qui pourtant a fait la preuve. Enfin, là, je me souviens d'une étude en néoadjuvant, donc vraiment avec un bénéfice très net, puisque c'était un bénéfice en termes de réponse complète histologique sur des cancers du sein. Et le directeur peut refuser en fait un traitement parce qu'il n'est pas encore remboursé, mais qu'il a son AMM, alors qu'effectivement, ce même traitement peut se faire dans d'autres centres, mais qu'il n'est pas toujours possible d'adresser le malade dans un autre centre. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun chaînon qui pourrait jouer, inciter, agir quelque chose dans ce parcours de soins. Est-ce que vous je suis entièrement d'accord. Vous pourriez nous formuler par écrit, parce que je trouve que c'est une très très belle question que vous posez et qui devrait avoir une transposition dans nos propositions. Donc, si vous pouviez nous adresser, vous savez, à l'espace éthique, vous regarderez, c'est un document qui est assez simple, que vous formalisiez cette question, elle est fondamentale à mon avis, elle est assez peu posée, et qu'on réfléchisse aussi à la modalité de régulation, c'est-à-dire quel serait pour vous l'interlocuteur, parce qu'elle serait la ressource. À qui vous adresserez en principe? Parce qu'il y a une question de justice. C'est que ça relève quasiment de la responsabilité de l'ARS ou de l'État, non? En fait, pour l'avoir vécu 2 fois, oui. L'ARS n'a pas répondu. C'est-à-dire que l'ARS contactée n'a pas répondu, le comité d'éthique locale non plus. Et c'est pour ça que j'ai laissé ce mot d'honnêteté des intervenants. Parce qu'il y a aussi une espèce de protection d'un groupe, en quelque sorte. Et de concurrence aussi entre des régions et la région parisienne ou d'autres régions. Et c'est des questions qu'on ne pose pas et je trouve qu'elles sont importantes si on veut vraiment être dans une démocratie sanitaire. Et je ne me suis pas présentée, je suis désolée, je n'ai que mon prénom, je suis Elisabeth Luquier-Angelier, je suis un médecin cancérologue. Je que c'était notre Elisabeth de Curie. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Elisabeth. C'est un vrai problème où il manque un maillon intermédiaire. On n'a pas l'impression de mentir aux patients parce qu'il y a aussi le désinsérer éventuellement de son monde soignant avec lequel il a confiance, avec lequel il est bien, pour éventuellement le transmettre dans un autre centre avec l'accessibilité à la molécule. Ça n'est absolument pas simple non plus pour le patient et pour la famille. Donc, c'est tout ce contexte-là. Et comme vous le dites, il y a effectivement, il y a ces inéquités d'établissements de santé en fonction des décisions de directeurs que l'on respecte pleinement parce qu'ils respectent le maintien d'un budget d'établissement de santé qui est aussi très, très important par rapport justement à l'équité des soins, mais avec des différents établissements de santé par rapport au non-remboursement avec des molécules donc efficaces. C'est vrai que c'est un vrai problème et si on pouvait vraiment l'aborder et dans le contexte de la démocratie sanitaire, je pense que c'est vraiment fondamental actuellement. Oui, en principe, il y a des possibilités d'accès financées par l'ARS sur des médicaments innovants ayant montré leur efficacité pour un accès exclusivement à la pharmacie centrale de l'hôpital concerné. C'est pour ça que normalement, ça ne devrait pas se produire, c'est ça que je veux dire. Alors,
Eh bien, écoutez, je vais reprendre la parole Oui, pour arriver à la conclusion, hein. Je suis désolée, mais Patrice me fait des petits signes. Je crois on va s'arrêter là, malgré la richesse et la qualité des interventions lors des échanges. Mais effectivement, envoyez vos questions, vos remarques à l'espace éthique pour prolonger ce débat qui était vraiment intéressant. Et tout doucement, je vais donc arriver à la conclusion en disant bon, en remerciant d'abord les trois intervenants, en remerciant les personnes qui ont participé au débat. C'était vraiment très riche et de qualité. Nous n'avons pas épuisé toutes les questions, tous les sujets, mais en tout cas, un grand merci. Un grand merci également à Patrice Dubosc, hein, qui m'a un peu suivi et soutenu au niveau de la technique. Merci à l'espace éthique. Merci appuyé donc au professeur Emmanuel Hirsch qui a initié cette démarche démocratie en santé. Il nous reste encore beaucoup à faire pour faire évoluer peut-être la loi et en tout cas y réfléchir. Et puis merci encore un merci appuyé pour nous proposer ces espaces à penser et à réfléchir, et puis le dynamisme de l'espace éthique pour nous donner les moyens, en tout cas, de réfléchir. C'est précieux aujourd'hui, ces espaces à penser, ils sont précieux, ils sont à défendre, et on ne prend pas suffisamment le temps, qui reste toujours au bénéfice, au final, des personnes que nous accueillons en service de soins. Donc, un grand merci, Emmanuel. On peut donner un merci aussi à Pascal pour toute sa fidélité. Oui. Ça fait des années, elle est compagnonne de route, comme d'autres, mais Catherine Olivet aussi. Tu fais partie de nos fondamentaux. Un immense merci. Et encore une fois, il faut absolument qu'on se mobilise d'ici le 3 pour contribuer à la réflexion. L'idée, c'est donc, vous avez un document sur le site de l'espace éthique pour contribuer à nos réflexions. Et on organisera une réunion spéciale avant le 3 juin qui vous sera annoncée pour qu'on valide ensemble, c'est ce qui avait été posé comme hypothèse de travail et modalité de travail, méthode de travail, on validera les différents points qui nous sembleront importants. Voilà, un immense merci à toutes et à tous. Il y a encore quelques belles lueurs de la journée, en tous les cas sur Paris, même si on est avec une écoute nationale. Donc je vous propose d'aller prendre un café en pensant à nous, un jus d'orange, vous nous enverrez l'addition.